Bon, c'est moi qui remercie l'ENS et cette série de conférences, La Voix d'un texte, qui parle de littérature. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de littérature, ça commence très très mal pour moi. Je vous parlerai de littérature de voyage, qui jusqu'au XIXe siècle n'était absolument pas considérée comme de la littérature. La relation de voyage, qui est un exercice très ancien, fait partie de ce qu'on appelle la littérature géographique. Et jusqu'au début, jusqu'au XVIIe siècle, en gros, on trouve une situation singulière, un duo singulier, qui est le voyageur voyage, et le relateur écrit. Alors le relateur, lui, ne voyage pas, il reste tranquillement à Paris, devant son bureau, et il rédige le récit de voyage de quelqu'un qui a voyagé. C'est ce qu'on appelle un relateur dans la littérature du XVIIe siècle. Alors il y a de très bons exemples. Il y en a un que je peux citer parce qu'il a été beaucoup étudié par mon bon ami et collègue Franck Lestringant. C'est Thévet, André Thévet, géographe du roi, cartographe du roi, cosmographe du roi plus exactement, qui a publié en 1554 la cosmographie de Levant, dont il n'avait pas écrit une seule ligne. Tout en ayant voyagé, c'était écrit par François de Belforêt. Alors en général, ces marins, ces marchands, ces aventuriers divers font écrire par d'autres, ce qui est quand même beaucoup moins fatigant. Et on a des cas assez intéressants au XVIIe siècle. Je vous en citerai qu'un seul, c'est celui de Pierre Bergeron, que vous ne connaissez certainement pas. Il y a une thèse très intéressante qui est faite par un de nos jeunes collègues qui est aujourd'hui à Toronto, qui est un avocat au Parlement de Paris, qui certainement n'a jamais dépassé, disons, la circonscription de parisienne, et qui a été un relateur infatigable et qui va rédiger la plupart des grands voyages des premières décennies du XVIIe siècle, Jean Moquet, François Pirard de Laval ou Vincent Leblanc, etc. On peut même dire que dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les grands voyages de joailliers, parce que c'est comme Tavernier et Chardin, en Perse et en Inde, sont certainement des compilations de leurs relations qu'ils ont écrites, mais qui ne sont certainement pas totalement de leurs mains. C'est une pratique très courante. Et au XVIIIe siècle encore, dans les années 1770, les voyages de Cook, les 3 voyages de Cook que j'évoquerai ici ou là, sont mis en forme par l'amirauté britannique. Quand Cook revient, il remet des documents et tout ça est fabriqué par l'amirauté britannique et publié évidemment sous son nom. Donc, sauf de très rares exceptions, mais on les cite parfois, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense au voyage en Inde de Robert Schall, n'est-ce pas? Mais Robert Schall, le voyage, il l'a fait quand il travaillait sur la Compagnie française des Indes, et il a été romancier beaucoup plus tard. C'est le cas aussi de Bernardin de Saint-Pierre, le voyage à l'île de France de Bernardin de Saint-Pierre. Il l'a fait dans les années 1770, avant d'être l'écrivain bien connu, etc. Donc c'est vraiment au début du XIXe siècle qu'on voit apparaître ce qu'on peut appeler la vraie littérature de voyage. Le cas le plus évident de cette époque, c'est l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand. Là, on a un écrivain qui écrit vraiment un récit de voyage et puis qui se met en scène, n'est-ce pas? Moi à Sparte, moi à Jérusalem. Enfin, vous imaginez que pour Chateaubriand, tout ça est absolument... Oui, c'est une espèce de selfie, hein. Oui, vous avez tout à fait raison. Et là, on est en plein dans la littérature de voyage. On voit apparaître à ce moment-là un autre type de littérature de voyage qui est lié au développement de la presse et en particulier du journal La Presse de Girardin, avec les premiers paris, c'est-à-dire s'il y avait en bas de la page où on mettait des feuilletons et on va mettre aussi des relations de voyage. Alors on va voir se développer l'écrivain voyageur, un monsieur qui est un écrivain, qu'en fait un journaliste voyageur. Vous avez les cas célèbres, on évoquait Nerval tout à l'heure, Nerval, Gautier, Dumas, etc. D'autres moins connus comme Roger de Beauvoir, et puis le développement d'une presse spécialisée comme Le Tour du Monde, publié chez Hachette, un grand journal uniquement consacré à la récit de voyage, avec des illustrations, etc. Donc, la littérature de voyage, nous sommes pour Bougainville dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ça n'existe pas.
Alors, vous me direz, qu'est-ce que vous faites ici? C'est vrai qu'on m'a invité, je suis venu, il y avait de la lumière, et j'ai profité de la situation pour venir ici sous la pluie. Le voyage de Bougainville, Tour du monde, publié en 1771, est un texte très important, très complexe, j'essaierai d'en simplifier les choses, et qui a un aspect d'abord essentiellement politique. Dans sa dédicace à Louis XV, qui était roi jusqu'en 1974, Bougainville voit dans les voyages au long cours un objectif patriotique en évoquant au cours du règne alors l'expédition scientifique qui avait été faite dans les années 30 par la Condamine au Pérou comme modèle en quelque sorte de ces voyages scientifiques. Je vous laisse la parole. Le voyage dont je vais rendre compte est le premier de cette espèce entrepris par les Français et exécuté par les vaisseaux de Votre Majesté. Le monde entier lui devait déjà la connaissance de la figure de la Terre. C'est la Condamine, ça. Hein. Ceux de vos sujets à qui cette importante découverte était confiée, choisis entre les plus illustres savants français, avaient déterminé les dimensions du globe. Mais cette espèce de primauté et d'aînesse en matière de découverte n'empêche pas les navigateurs français de revendiquer avec justice une partie de la gloire attachée à ces brillantes mais pénibles entreprises. Plusieurs régions de l'Amérique ont été trouvées par des sujets courageux, des rois, vos ancêtres, et Gonneville, né à Dieppe, a le premier abordé aux terres australes. Différentes causes, tant intérieures qu'extérieures, ont paru depuis suspendre à cet égard le goût et l'activité de la nation. Oui, alors vous voyez comment Bougainville présente au roi, n'est-ce pas, dédicataire du texte, évidemment son entreprise, qui n'est pas une entreprise personnelle, ce n'est pas un voyageur personnel, c'est un voyageur en mission. Et c'est évidemment l'aspect important de ce voyage, au moins tel qu'il le présente dans sa dédicace au roi. Il se flatte aussi dans son discours préliminaire, qui fait suite à cette dédicace, d'être le premier à réussir une circumnavigation que d'autres peuples ont réalisée avant lui. Il en cite 13, je n'ai pas le temps de vous en dire, et il le citera un peu plus tard, malgré tout, un Français, la Barbinel le Gentil, qui a fait un tour du monde entre 1714 et 1717, publié en 1728, dont personnellement je doute un peu de la véracité, parce que c'est la Barbinel le Gentil, on le connaît très très mal, et je crains que le texte soit un peu une manipulation, ben, enfin c'est un autre problème. Mais il cite quand même, et on sait qu'il y a eu quand même des circumnavigations, mais des gens n'ont pas écrit. Toujours la même chose, il y a ceux qui écrivent et ceux qui n'écrivent pas. Alors le monde de l'époque est plein encore de terres à découvrir. Je me montre là, bon évidemment, la carte, le monde de Ptolémée, donc de la fin du XVe siècle. Enfin, Ptolémée n'était pas cartographe, hein, on a reconstitué d'après la géographie de Ptolémée, et vous voyez comment le monde était constitué. Il y avait un grand continent austral tout ensuite, et on ne savait pas qu'il y avait des passages éventuellement entre l'Atlantique et le Pacifique, et l'Atlantique et l'océan Indien. C'était très très vague, on avait des idées extrêmement précises, et alors il y avait cet énorme continent austral qui se trouvait au sud et qui était légitimé pour différentes raisons. La première était d'équilibrer en quelque sorte la planète, puisqu'au nord il y avait des continents, comme chacun sait. Il devait y en avoir au sud, parce que sinon la Terre, ça aurait été la pagaille la plus noire, et il est évident ça n'aurait pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il va rester au XVIIIe siècle? Je parle là de la fin du XVIe, vous avez une carte hollandaise, où vous avez là une représentation quand même qui est relativement plus précise, avec toujours ce fameux continent austral qui obsède les navigateurs et aussi les poètes et les auteurs d'utopie qui situeront beaucoup de leur univers dans ces terres australes. Donc la zone pacifique est à
est à découvrir. L'Australie est à peine connue dans les années 1760-70, par Cook en particulier. Et encore au début du consulat, Bonaparte, qui a eu l'idée excellente de dire mais l'Australie est composée de deux îles. Et il y en a une qui, les Anglais, bon, ils ont l'île, ils en ont une, c'est celle qui est à l'est, mais il doit y en avoir une à l'ouest, et on a envoyé le commandant Baudin, la fameuse expédition Baudin, qui est très importante pour l'histoire de l'Australie. Il y a quelques années, quand on a célébré ça, l'ambassade d'Australie a mis le portrait de Baudin sur sa façade, et on a cherché, Baudin est venu en Australie, il a essayé de remonter un certain nombre de fleuves, et il s'est aperçu malheureusement qu'il n'y avait qu'une seule île, et que cette île était anglaise, ce qui évidemment était une catastrophe. Autre problème, donc vous voyez, dans les années 70, on dit 1770, on n'est pas au Moyen-Âge, n'est-ce pas? On est encore dans des années où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et alors le continent, le fameux continent austral, là c'est le mythe permanent, le continent austral, lui... on pense encore dans les années 1760-70. Et alors, à ce moment-là, lors du deuxième voyage de Cook, en 1774, il va aller vraiment vers le sud, et il va s'apercevoir qu'il n'y a pas de continent austral. Ce qui va choquer beaucoup d'intellectuels français. Je parle à l'abbé Coyer, par exemple, qui était un personnage très bizarre d'ailleurs. Et Coyer a envoyé une lettre à la Royal Society britannique en disant « c'est un scandale ». On vient de me supprimer le continent austral, mais pour moi, le continent austral continue toujours, parce que j'y situe évidemment un certain nombre de fantasmes personnels, et il était extrêmement choqué. Donc, les terres restent à découvrir, il ne faut pas imaginer les choses, je ne parlerai pas de la technique maritime parce qu'on n'en sortirait pas. La fonction politique, il y a une fonction politique et impérialiste du voyage au long cours que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, ou que vous avez évoqué dans la dédicace. D'abord, il s'agit de cartographier. Et en France, par exemple, Philippe Buache, qui est cartographe du roi et géographe du roi, s'intéresse beaucoup en particulier à Bougainville. Il va protester parce que Bougainville ne voulait pas lui donner les cartes qu'il avait ramenées, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est une pratique portugaise bien connue. Vous savez qu'au Portugal, les cartes étaient secrètes, absolument secrètes, et qui les diffusait était condamné immédiatement s'il était pris à mort. La cartographie, avec tous les problèmes liés à la longitude, mais je n'ai pas le temps de parler de ça. Il faut aussi désigner l'inconnu au nom de la nation. On va donner des noms. Bougainville va donner des noms des gens qui l'envoient, des ministres. C'est toujours bien. Alors aujourd'hui, on appellerait ça, je ne sais pas moi. Alors il y a l'île Choiseul, qui existe toujours. Vous avez l'île Praslin. Praslin, c'était le ministre de la Marine. Les Anglais, Wallis, qui débarquent à Tahiti, le premier qui débarque à Tahiti, il va l'appeler l'île du roi George, du nom du roi d'Angleterre. Bougainville, lui, dira non, moi je l'appelle la Nouvelle Citerre, ça fait plus culturel, et etc. Donc on donne des îles, on donne une île, et il y a même une île Bougainville que je vais vous montrer aussitôt parce que je sais que ça va vous manquer si vous n'avez pas. Une île Bougainville qui existe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et qui a donné son nom aussi, Bougainville, à la Bougainvillée, n'est-ce pas? C'est Commerson, le naturaliste du voyage, qui l'avait trouvé en Amérique latine et qui l'a rapporté, qui a donné son nom au chef de l'expédition. C'est toujours bien de flatter les chefs. Et puis aussi, le but, c'est de prendre possession. Les Portugais ont des padraos, n'est-ce pas, cette espèce de stèle qui baisse en disant, voilà, ça appartient au roi de Portugal. Les Français ont leur propre stèle, on débarque, on met sa stèle. Les Anglais arrivent l'année d'après, ils mettent leur stèle aussi, parce qu'ils disent c'est anglais, enfin, vous voyez, et c'est un exercice extrêmement agréable, mais qui ne fait de mal à personne. Alors, les circonstances politiques, là je suis un peu long, les circonstances politiques dans les années 1760, la guerre de 7 ans s'est terminée par le traité de Paris en 1763. Ça n'a pas été très très bon pour la France. La France a perdu le Canada, où Bougainville a servi, il a beaucoup servi au Canada,
Et on a échangé, on a dit non, il y avait le choix entre le Canada et les îles à sucre, c'est-à-dire les Antilles. Alors les Français ont dit les îles à sucre, c'est beaucoup plus, on n'a rien à faire du Canada. Et donc on a laissé le Canada aux Anglais. La flotte française à ce moment-là est en piteux état, avec des amiraux grabataires, enfin c'est assez hallucinant. Et la Royal Navy britannique occupe les Antilles. Donc vous voyez, donc il y a circonstance politique, il faut montrer qu'il faut redéployer ce qu'on appelle le pavillon français sur les mers du globe, et c'est ce que va faire évidemment, c'est la mission de Bougainville. Alors son fils, Hyacinthe de Bougainville, fera la même chose au moment de la Restauration. Il fera une circumnavigation en souvenir de son père et puis aussi pour dire que la monarchie française était renouvelée. Et il publiera son journal de la navigation autour du monde de la frégate La Tétis et de la corvette L'Espérance pendant les années 1824, 25, 26, publié par ordre du roi. Revenons à Bougainville. Bougainville est-il un marin? Pas du tout. C'est pas du tout un marin. Il est marin malgré lui, d'ailleurs très tardivement, comme vous allez le voir. Son portrait, le meilleur portrait, c'est celui qu'a fait Diderot dans le supplément Voyage de Bougainville. Le supplément Voyage de Bougainville, c'est un compte-rendu que Diderot prévoyait pour la correspondance littéraire de Grimm et qu'il n'a pas publié, et qu'il a développé ensuite en 1773 et qui sera publié seulement posthume en 1787. Là, vous avez un dialogue entre A et B qui présente le personnage de Bougainville. Que faites-vous? Je lis. Toujours ce voyage de Bougainville. Toujours. Je n'entends rien à cet homme-là. L'étude des mathématiques, qui suppose une vie sédentaire, a rempli le temps de ses jeunes années. Et voilà qu'il passe subitement d'une condition méditative et retirée au métier actif, pénible, errant, et dissipé de voyageurs. Nullement. Si le vaisseau n'est qu'une maison flottante, et si vous considérez le navigateur qui traverse des espaces immenses, resserré et immobile dans une enceinte assez étroite, vous le verrez faisant le tour du globe sur une planche. Comme vous et moi, le tour de l'univers sur notre parquet. Une autre bizarrerie apparente, c'est la contradiction du caractère de l'homme et de son entreprise. Bougainville a le goût des amusements de la société, il aime les femmes, les spectacles, les repas délicats. Il se prête au tourbillon du monde d'aussi bonne grâce qu'aux inconstances de l'élément sur lequel il a été ballotté. Il est aimable et gai. C'est un véritable Français. Lesté d'un bord d'un traité de calcul différentiel et intégral, et de l'autre d'un voyage autour du globe. Il fait comme tout le monde. Il se dissipe après s'être appliqué et s'applique après s'être dissipé. Bougainville, Louis-Antoine de Bougainville, la particule n'est pas un signe de noblesse, vous le savez, sous l'Ancien Régime, il n'est pas noble, mais il est parisien, sans le moindre lien avec la mer, n'est-ce pas? En général, les officiers de marine évidemment viennent des régions maritimes de la France, c'est une tradition. Malgré le mythe qu'il entretiendra plus tard, en particulier en se faisant représenter, par exemple, vous avez ce tableau. Alors le premier tableau, le second, où il s'est représenté devant le mouillage de Tahiti, c'est là le fameux canot de Tahiti qui est représenté dans le récit de voyage, et il se fait représenter là, comme un grand marin. Il n'est absolument pas marin, et d'ailleurs il entrera dans la marine qu'après son retour de la circumnavigation. Pendant la circumnavigation, il est un officier de l'infanterie, tout simplement officier d'infanterie. Mais il a des amis, n'est-ce pas? Et c'est là que ça permet parfois de faire pas mal de choses. Alors cet art le poursuivra sa vie durant dans le milieu très fermé de la marine royale. Ça n'a pas beaucoup changé. L'Académie de marine,
qui est le fleuron savant de cette institution, l'élira sans enthousiasme comme membre en 1784, n'est-ce pas? Le tour du monde, oui, d'accord, circumnavigation, mais enfin, M. de Bougainville n'est pas un marin. Il sera pensionnaire de l'Académie des sciences en 1789, membre de l'Institut rénové en 1795. Alors, marin, à son retour de sa circumnavigation en 1769, comme je vous le disais, Bougainville n'était pas encore intégré dans la marine. Il est fait en 1770, donc un an après son retour, capitaine de vaisseau, enfin, bon. Il sera 2 mois vice-amiral en 1792, démissionnera, il sera emprisonné, il sera réintégré sous l'Empire, membre de la Société de Cincinnatus, c'est-à-dire des officiers qui avaient servi pendant en Amérique, et il sera comte de l'Empire, comte d'Empire. Il est mort en 1811, et son corps est transféré 1 mois après au Panthéon, et son cœur reste au cimetière du Calvaire à Montmartre, sans aucun signe religieux. Alors vous avez là le Panthéon, comte d'Empire, vice-amiral, etc. Enfin bon, donc il a été réintégré, disons que c'était un modèle politique pour Bonaparte, pour Napoléon. Et puis là, vous avez la fameuse le tombeau qui se trouve à côté du Sacré-Cœur. C'est un tout petit cimetière qui se trouve à côté du Sacré-Cœur, qui n'est ouvert qu'une fois par an au moment de la Toussaint, et où se trouvent les anciens membres de la Société de Cincinnatus, c'est-à-dire des officiers qui ont servi en or. Alors vous remarquerez une chose, c'est qu'il n'y a pas le moindre signe religieux. Il y a cette colonne brisée, et on y reviendra un peu, n'est-ce pas? Bougainville, évidemment, a une conception de la religion qui n'est pas nécessairement celle que ses contemporains, et surtout le roi, auraient voulu. Il est né donc en 1729 à Paris. Il est d'une famille de juristes jansénistes parisiens, avec un père qui est en même temps notaire et échevin. Il fait des études de droit. Il est avocat au Parlement, vous voyez. Apparemment, bon, il faisait ça un peu pour s'occuper, mais sans vraiment passion. Il est surtout passionné par les sciences, les mathématiques, et il publie en 1754 un traité du calcul intégral. Alors non, c'est dans l'autre sens, alors. C'est bizarre, ça. Voilà, traité du calcul intégral chez Desains et Saillant Paris, qui sont d'ailleurs plus tard les éditeurs du Voyage de Bougainville. Donc c'est un scientifique, il est reconnu, il est élu de la Royal Society britannique en 1756, à 27 ans, n'est-ce pas? Il passe à ce moment-là pour un petit génie à la d'Alembert qui va se développer. Bon, il va s'arrêter, il rentre dans l'armée. Il fait dans l'armée de terre au Canada pendant la guerre de 7 ans. Il vit au contact des Amérindiens. Ça l'inspirera un peu dans ce qu'il va dire sur les tatouages, en particulier les tatouages tahitiens. Il aurait même, d'après des archives qu'on retrouve à la Bibliothèque nationale, dans les manuscrits de la bibliothèque, il aurait même eu un fils d'une Amérindienne. Il y a une très bonne correspondance qui a été publiée par nos amis canadiens il y a une vingtaine d'années sur les lettres qu'il envoie du Canada. Il est l'aide de camp de Montcalm et il participe, hélas, à la fameuse reddition sur la plaine d'Abraham, vous savez, qui est à la sortie de Québec, n'est-ce pas? Vous avez la forteresse de Québec, enfin les murs, et puis là, vous avez les plaines d'Abraham, où en général, les Québécois vous emmènent quand vous êtes français pour vous montrer qu'on est de méchants et qu'on les a abandonnés. Il est fait prisonnier par les Anglais, et il repart en Angleterre. Plus tard, il va servir pendant la guerre de 7 ans en Allemagne. Donc, c'est un officier de l'armée, plutôt bien protégé. Il est lié à l'entourage de Madame de Pompadour par les personnes qui l'ont élevé. Il était orphelin très jeune, qui le protègent. Et donc, les ministres, qui sont les ministres de Madame de Pompadour, en particulier Choiseul, principal ministre de 1758 à 1770, qui est à la fois... Alors, ça, c'est extraordinaire. Il est ministre à la fois des Affaires étrangères, de la guerre et de la marine. Bon, tout en étant lorrain, donc la marine. Et alors, quand ça le fatigue un peu, il délègue la marine à son cousin Choiseul-Praslin,
qui va être ministre de la Marine de 1766 à 70, et c'est lui qui théoriquement signera les ordres de mission de Bougainville. Donc, pas du tout marin, mais très bien introduit à la cour, ce qui n'est jamais une mauvaise chose, sauf à notre époque, évidemment. Entre 1763 et 65, il a fait d'abord 2 missions secrètes aux îles Malouines pour préparer un point d'appui maritime. Les Acadiens, on pensait les Acadiens du Canada, de les transférer aux îles Malouines. Bon, ça s'est mal passé. Et il a une 3e mission pour rendre les îles Malouines aux Espagnols. Et plus tard à l'Argentine, vous connaissez les problèmes des Malouines. Et donc, il est envoyé pour cela par Chazolles-Praslin, donc ministre de la Marine. Alors, cette mission aux îles Malouines pour rendre les îles Malouines aux Espagnols est une mission officielle, mais en fait, il y a derrière ça une mission secrète que l'on trouve dans les instructions qui lui sont fournies par le ministre de la Marine et dont je vous laisse la primeur. Après que le seigneur de Bougainville... Le sieur, pardon. Ouais, le sieur, oui. Alors, Après que le sieur de Bougainville aura mis les Espagnols en possession des îles Malouines et que la flûte, l'Étoile, s'y sera rendue à ses ordres, il en partira avec ses 2 bâtiments et fera route pour la Chine par la mer du Sud. Il sera libre de traverser le détroit de Magellan ou de doubler le cap de Horn, selon que la saison et les vents lui feront préférer l'une ou l'autre route. En traversant pour se rendre en Chine, il reconnaîtra dans l'océan Pacifique, autant et du mieux qu'il lui sera possible, les terres gisantes entre les Indes et la côte occidentale de l'Amérique, dont différentes parties ont été aperçues par des navigateurs et nommées terre de Yémen, Nouvelle-Hollande, Carpentarie, terre du Saint-Esprit, Nouvelle-Guinée, etc. La connaissance de ces îles ou continents étant à peine ébauchée, il est très intéressant de la perfectionner. D'ailleurs, comme aucune nation européenne n'a ni établissement ni droit sur ces terres, il ne peut être que très avantageux pour la France de les reconnaître et d'en prendre possession si elles peuvent offrir des objets utiles à son commerce et à sa navigation. Donc vous voyez le but. Alors évidemment, ça va avoir un effet bizarre, c'est que la circumnavigation de Bougainville sera tenue secrète. J'ai écrit un article, je crois à Oxford quelque part par là, sur la presse et Bougainville. Et il n'en est absolument pas question pendant plusieurs années parce que c'était une mission secrète. En revanche, il est beaucoup question à la même époque des voyages de Cook, et en particulier du séjour de Cook à Tahiti, dont on reparlera. On dit, mais à Tahiti, la presse anglaise dit, oui, il a trouvé cette île du roi George, magnifique, il se passe des choses, mais il n'en est absolument pas question dans la presse française, puisque le voyage de Bougainville, la circumnavigation, est parfaitement secrète. Alors, de quoi s'agit-il? De 2 navires, un équipage et quelques passagers. L'expédition quitte Nantes le 15 novembre 1766 et retour à Rochefort le 24 avril 69. Donc vous voyez à peu près. 2 navires, et alors les 2 navires qu'il utilise sont absolument pas adaptés à ce genre d'expédition, ce qui prouve le côté un peu, disons, un peu léger des Français de ce point de vue-là, une nouvelle fois. Cook, par exemple, Cook avait fait sa carrière sur les charbonniers, c'est-à-dire les transports de charbon en Angleterre. Donc c'était des bateaux très très lourds, mais très très stables, et qui transportaient le charbon. Bon, c'est pas très très chic, hein, bon. Mais les voyages de Cook vont être faits sur des charbonniers. Tandis que le Bougainville a 2 navires très chics. Le premier très chic, une frégate royale, rapide, neuve, 300 hommes, 26 canons, enfin, très bien, qui fera la guerre d'Amérique plus tard. Très très bien, mais pas du tout adaptée à ce genre d'exercice. Et elle est accompagnée d'une flûte. La flûte, c'est un navire de charge à la hollandaise, c'était un navire qui était chargé du commerce, n'est-ce pas, et qui évidemment est très lent.
Alors quand vous avez deux navires, un qui est rapide et l'autre qui est lent, vous imaginez ce qui peut se passer. Et ils vont se perdre, ils vont se rejoindre, enfin c'est la catastrophe, mais c'est la France qui, évidemment, en bénéficie. Alors il y a un équipage extrêmement composite, de jeunes officiers, en général moyenne d'âge à peu près 25 ans, plutôt libertins, très cultivés, méprisant l'équipage, qui est d'ailleurs totalement absent des relations diverses et variées. Il y a un passager chic, qui est le prince de Nassau, qui est un officier au service de la France, il sera plus tard au service de la Russie, mondain, rousseauiste, enfin très chic, et un scientifique, un seul scientifique, alors que les expéditions de Cook étaient des expéditions scientifiques. Il y avait des différents sites, des naturalistes, enfin tout ce que l'on peut imaginer, des dessinateurs. Lui, il a seulement un naturaliste qui est Commerson, Philibert Commerson, je l'ai évoqué tout à l'heure à propos du Bougainvillais, qui est accompagné de son valet, qui va se révéler d'être plutôt une valette, si ça existe, qui est la fameuse Jeanne Barret, qui évidemment n'est pas. Les femmes sont interdites, vous savez, sur les navires du roi, et il est accompagné de ce valet et qui va faire tout l'essentiel de l'expédition comme valet, sauf les Tahitiens qui ne sont pas idiots. Les Tahitiens vont repérer que il n'est pas tout à fait masculin, il n'est pas tout à fait masculin, et Commerson et Jeanne Barret seront expédiés, enfin au retour, et seront laissés à l'île de France, c'est-à-dire à l'île Maurice actuelle. Et on dit que Jeanne Barret est la première femme qui a fait une circumnavigation, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est la journée de la femme quasiment. À Tahiti, relations imprimées et journaux de bord. Alors l'édition, alors voilà la boudeuse que je vous ai pas montrée. Enfin, c'est une reproduction de la boudeuse, c'est la frégate. Alors voilà, l'édition va paraître, la recension de voyage en mai 1771, chez les Saillant-Aignan, les deux éditeurs qu'on avait vus tout à l'heure pour son traité de mathématiques, et imprimé par Le Breton, qui est, comme vous le savez certainement, l'imprimeur de l'encyclopédie. Donc vous voyez, c'est très très chic, en version in quarto. Et il y aura une version in 12 qui sera publiée l'année d'après, en 1772, dite augmentée, elle n'est pas tellement augmentée, et qui est jointe en fait au récit de Cook. Ce qui montre bien que le récit de Bougainville est une annexe du récit de Cook, que le grand voyageur, ce n'est pas Bougainville, c'est Cook, même les éditeurs français le recommandent, le reconnaissent. Alors là, l'ouvrage est très peu illustré, malheureusement, et sur Tahiti, par exemple, seul le fameux canot de l'île de Tahiti est présente, et donc il n'y a rien d'autre, il n'y a pas des personnages, par exemple, il n'y a pas de Tahitiens ni Tahitiennes, vous avez le fameux canot que j'ai montré tout à l'heure. Alors à côté de ce récit de voyage imprimé, il y avait ce qu'on appelait les journaux de bord. Les journaux de bord, c'était des obligations aux officiers de marine. Les officiers de marine avaient l'obligation de rédiger un journal de bord, c'est-à-dire un journal quotidien, c'est par définition ça, un journal, où ils aimaient les différences qui s'étaient passées sur le navire, les vents, les courants, les événements divers et variés, les aventures, les accidents, etc. Et donc on a un certain nombre de ces récits, plus celui de Bougainville, plus celui d'un voyageur comme le prince de Nassau, etc. Donc en parallèle avec la circumnavigation, on a ces journaux de bord qui ont été déposés au retour à l'amirauté et qui ont été publiés à l'imprimerie nationale en 1977. Et on a tous les textes. Et les textes sont largement différents du texte publié par Bougainville. Même de son récit personnel, son journal de bord est assez différent du récit tel qu'il va l'imprimer plus tard. Alors on voit encore là l'intervention des relateurs ou l'intervention de personnages peut-être qui ne sont pas signalés. Alors, les journaux de bord donnent tout, donc relevé, température, vent, fortune de mer, etc. etc. Bougainville, d'ailleurs, présente son récit, sa relation comme sa relation imprimée comme un autre journal de bord, n'est-ce pas? Vous avez telle date, il faisait vent, il y avait le roulis était dans ce sens-là, etc. La relation imprimée est présentée comme un journal de bord.
Et c'est aussi le témoignage savant d'une expédition et non un ouvrage de littérature. On est en plein dans la littérature géographique, n'est-ce pas? J'étais là à tel endroit, ce jour-là, il s'est passé ça, et puis ça, et le lendemain, etc. Dans son discours préliminaire, tout en s'inspirant, sans le dire d'ailleurs, de l'histoire générale des voyages, une compilation bien connue de l'abbé Prévost, vous savez, c'est une série, une collection tout à fait extraordinaire, publiée depuis 1746, et de l'histoire des navigations aux terres australes, publiée en 1756 du président de Brosse. Il pointe l'absence d'autopsie, de vérification et d'expérience viatique. Tous ces gens-là ont écrit, mais ils n'ont pas voyagé, moi j'ai voyagé. Alors il attaque aussi Rousseau, par la même occasion, qui, vous savez, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'égalité, avait dit pique-pendre des voyageurs. Donc il s'en venge là. Alors voilà ce qu'il écrit dans le discours préliminaire. Je suis voyageur et marin. Marin, vous, comme je vous l'ai dit, pas trop. Allez-y. Je suis voyageur et marin, c'est-à-dire un menteur et un imbécile aux yeux de cette classe d'écrivains paresseux et superbes qui, dans les ombres de leur cabinet, philosophent à perte de vue sur le monde et ses habitants et soumettent impérieusement la nature de leur imagination. Procédé bien singulier, bien inconcevable, de la part de gens qui, n'ayant rien observé par eux-mêmes, n'écrivent, ne dogmatisent que d'après des observations empruntées de ces mêmes voyageurs auxquels ils refusent la faculté de voir et de penser. Bougainville, alors, donc, se présente ainsi comme un philosophe expérimental, n'est-ce pas, de la réalité. On est en plein dans la période lockienne, n'est-ce pas, l'expérimentation, qui a bénéficié, écrit-il, d'une vie errante et sauvage pendant 12 ans au Canada, et il se pique d'un style uni, descriptif, sans passion. Il va détruire par l'autopsie critique un certain nombre de mythes, en particulier le fameux mythe des géants patagons que les voyageurs britanniques continuaient à diffuser. Vous savez l'image, voilà, ça c'est la gravure dans le voyage de l'amiral Hanson en 1742. Alors, les géants patagons, c'était un mythe qu'on trouvait depuis très très longtemps, qui était lié d'ailleurs au mythe de la terre australe, d'ailleurs c'est tout à fait lié, et qui était justifié par la Bible. Et car, comme vous le savez, parce que vous le relisez tous les soirs, dans la Genèse, il est question d'une race parallèle à la création adamique, ceux qu'on a appelés les pré-adamiques. Donc Dieu avait créé, il s'est dit, tiens, je vais faire une petite création, ça va faire plaisir aux Juifs, etc. Et donc je vais créer Adam et Ève, et puis parallèle, je vais m'amuser à créer une autre race qui seront les géants. Et alors, pendant des siècles, et la Royal Society britannique jusqu'au milieu du XVIIIe siècle y a cru, et l'amiral Hanson, plus tard le John Byron, toujours des amiraux britanniques, qui y passent dans les années 40, 50, 60, et ils voient évidemment des géants patagons. Quand on veut voir des géants patagons, on les trouve évidemment. Voilà le passage qu'on les concerne. Ces Américains sont les mêmes que ceux vus par l'Étoile en 1766. Un de nos matelots qui était alors sur cette flûte en a reconnu un, qu'il avait vu dans le premier voyage. Ces hommes sont d'une belle taille. Parmi ceux que nous avons vus, aucun n'était en dessous de 5 pieds 5 à 6 pouces, ni au-dessus de 5 pieds 9 à 10 pouces. Les gens de l'Étoile en avaient vu dans le précédent voyage plusieurs de 6 pieds. Ce qu'ils ont de gigantesque, c'est leur énorme carrure, la grosseur de leur tête et l'épaisseur de leurs membres. Ils sont robustes et bien nourris. Leurs nerfs sont tendus, leur chair est ferme et soutenue. C'est l'homme qui, livré à la nature et à un aliment plein de sucre, a pris tout l'accroissement dont il est susceptible. Leur figure n'est ni dure ni désagréable. Plusieurs l'ont jolie. Leur visage est rond et un peu plat, leurs yeux sont vifs. Leurs dents extrêmement blanches n'auraient pour pari que le défaut d'être larges.
Ils portent de longs cheveux noirs attachés sur le sommet de la tête. J'en ai vu qui avaient sous le nez des moustaches plus longues que fournies. Leur couleur est bronzée, comme l'est sans exception celle de tous les Américains, tant de ceux qui habitent la zone torride que de ceux qui y naissent dans les zones tempérées et glaciales. Quelques-uns avaient les joues peintes en rouge. Il nous a paru que leur langue était douce et rien n'annonce en eux un caractère féroce. Nous n'avons point vu leur femme. Peut-être allait-elle venir, car ils voulaient toujours que nous attendissions. Et ils avaient fait partir un des leurs du côté d'un grand feu, auprès duquel paraissait être leur camp, à 1 lieue de l'endroit où nous étions, nous montrant qu'il allait en arriver quelqu'un. Donc, vous le voyez, il y a un peu d'ethnographie, n'est-ce pas? C'est un ethnographe, n'est-ce pas? C'est un homme d'expérience qui expérimente la réalité, et pas du tout, comme vous le voyez, l'homme qui débarque en disant c'est des Patagons, donc ils sont géants par définition. Alors, la circumnavigation va durer 2 ans et demi en mer, avec très très peu d'escales. Donc ça part de Nantes en novembre 66, les Malouines évidemment, Rio, Montevideo, Détroit de Magellan en janvier 68, Tahiti en avril 68, Batavia, donc les Indes néerlandaises, l'île de France, c'est-à-dire l'île Maurice actuelle, Cap de Bonne-Espérance, janvier 1769, et retour à Rochefort en avril 69. Vous imaginez, 2 ans et demi pratiquement, avec quelques escales, mais très très peu d'escales en définitive. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'évidemment, les 15 jours à Tahiti, du 1er au 15 avril 1768, ont gravement occulté l'expérience viatique vécue par Bougainville. Quand on parle de Bougainville, on dit « Ah oui, Tahiti, ben bon, il n'y a pas que ça, évidemment, il y a tout le reste. » Et ces 15 jours, ces 2 chapitres du texte de Bougainville, et très peu de choses en définitive. Bon. Il y a quelques étapes préliminaires qui annoncent un peu ce que va être le jugement sur la Polynésie, sur Tahiti. C'est d'abord les méfaits de la colonisation espagnole et portugaise en Amérique. Il faut dire qu'en 1770 va paraître la première édition de l'histoire philosophique et politique des 2 Indes de la Bérénale, qui est une violente attaque contre la colonisation espagnole et portugaise. Donc vous voyez que tout ça est parfaitement cohérent et concomitant. Et il va juger très, très sévèrement à la fois la colonisation espagnole et aussi, évidemment, le système religieux qui est lié, évidemment, à ce système de colonisation, et en particulier sur la religion comme système de contrôle de l'esclavage. Au reste, tous les hommes ici sont frères et de la même couleur aux yeux de la religion. Il y a des cérémonies sacrées pour les esclaves, et les dominicains ont établi une confrérie de nègres. Ils ont leur chapelle, leur messe, leur fête, et un enterrement assez décent. Pour tout cela, il n'en coûte annuellement que 4 réaux par nègre agrégé. Les nègres reconnaissent pour baron Saint Benoît de Palerme et la Vierge, peut-être à cause de ces mots de l'Écriture « Nigra sum sed formosa filiae Jérusalem ». Les Noirs, etc. Bon. Le jour de leur fête, ils élisent 2 rois. Dont l'un représente le roi d'Espagne et l'autre le roi du Portugal. Et chaque roi se choisit une reine. 2 bandes armées et bien vêtues forment à la suite des rois une procession, laquelle marche avec croix, bannière et instruments. On chante, on danse, on figure des combats d'un parti à l'autre et l'on récite des litanies. La fête dure depuis le matin jusqu'au soir. Et le spectacle en est assez agréable. Donc, critique de la religion, il évoque aussi assez longuement les fameuses réductions jésuites d'Uruguay, qui sont parallèles à celles du Paraguay. Vous savez, c'est l'institution de ce système, un système de société théocratique créé par les jésuites et qui est, vous le savez, vigoureusement critiqué par les philosophes des Lumières, n'est-ce pas, ces fameuses réductions. Il évoque aussi la misère des populations amérindiennes de la Terre de Feu. Alors, cette idée, c'est que les hommes de la nature, ils sont misérables, n'est-ce pas? Alors là, évidemment, il y a Rousseau derrière, n'est-ce pas? L'homme de la nature n'est pas heureux.
Et les Fuégiens, qu'il appelle les pêcherets, vivent évidemment dans ce qu'il dit l'état de nature. Et cet état de nature, c'est la misère permanente. Extrait numéro 7. Ces sauvages sont petits, vilains, maigres et d'une puanteur insupportable. Ils sont presque nus, n'ayant pour vêtements que de mauvaises peaux de loups marins, trop petites pour les envelopper, peaux qui servent également et de toit à leur cabane et de voile à leur pirogue. Ils ont aussi quelques peaux de ganac, mais en fort petite quantité. Au reste, ils paraissent assez bonnes gens, mais ils sont si faibles qu'on est tenté de ne pas leur en savoir gré. Nous avons cru remarquer qu'ils sont superstitieux et croient à des génies malfaisants. Aussi, chez eux, les mêmes hommes qui en conjurent l'influence sont en même temps médecins et prêtres. De tous les sauvages que j'ai vus dans ma vie, les pécherets sont les plus dénués de tout. Ils sont exactement dans ce qu'on peut appeler l'état de nature. C'est pas par hasard, évidemment, que c'est cette expression. Ensuite, évidemment, il va passer le détroit de Magellan et jusqu'à Tahiti. Il y a 4 mois de navigation sans la moindre escale, n'est-ce pas? Vous imaginez 4 mois en mer, n'est-ce pas, sans escale. Ils arrivent le 1er avril, et comme je disais, le 1er avril, et ils en partent le 15 avril 1768. Le lieu où ils arrivent, alors ça c'est la circumnavigation que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est ça, vous voyez la circumnavigation. Et voilà, ça c'est le dessin qui se trouve aux archives de la marine, qui n'est pas évidemment dans le texte de Bougainville, qui décrit le fameux mouillage des 2 navires à Tahiti. C'est le seul document que nous possédons sur la chose. Alors c'est sur la côte est de Tahiti, où vous avez un sable volcanique qui n'est pas très chic, enfin c'est pas très touristique, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez une rivière qui descend de la montagne et que l'on ne voit pas vraiment là. Et il y a un petit village qui s'y trouvait, qui va être en fait le seul contact que Bougainville va avoir avec ce qu'on appelait les natifs. C'est évidemment, ça existe toujours. Si vous n'avez rien d'autre à faire, vous allez faire un tour à Tahiti. Vous avez aujourd'hui, il y a une plaque, il y a un petit pont, il y a une église avec un toit de corail, ce qui est assez amusant d'ailleurs. Et on voit très bien qu'entre la côte et la montagne, il y a 100 ou 150 mètres, pas plus. Et c'est ce qu'a vu Bougainville. Bougainville est allé sur ces 150 mètres, il n'est pas allé au-delà. Alors pourquoi est-il allé là? Parce que le lagon est très dangereux, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un passage dans le lagon pour pouvoir arriver. C'est ce qui se trouve décrit ici. Alors, je vais vous montrer le cliché. Alors, l'année d'avant, en 1767, il avait été précédé d'un navire anglais, d'une petite flotte anglaise dirigée par l'amiral Samuel Wallis, qui est en fait le vrai découvreur de Tahiti, et qui a eu d'ailleurs des rapports extrêmement difficiles avec la population, très très difficiles. Il a fait tirer au canon sur les petites barques des Tahitiens. Et Bougainville va l'apprendre le passage de Wallis par les insulaires qui vont lui dire « mais il y a un individu bizarre ». En anglais, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, ils savent que ce n'est pas très joli en anglais, mais c'est tout ce qu'ils peuvent savoir. Et donc, Bougainville apprend qu'il était... Bon. L'année d'après, en 1769, en avril-juillet, Cook donc, va passer aussi par Tahiti. Et
pour surveiller le fameux transit de Vénus, le transit de Vénus devant le Soleil, c'est-à-dire que quand Vénus passait devant le Soleil, ça permettait d'examiner un peu la planète. Alors, c'est la pointe Vénus qu'on connaît à Tahiti, qui se trouve beaucoup plus près de Papeete, où Cook est arrivé. Et il fera faire un second voyage à Tahiti, un second séjour à Tahiti, en août-septembre 1773, lors d'un hivernage, et lors aussi du troisième voyage, toujours pour un hivernage. Alors l'hivernage, évidemment, on est dans l'hémisphère sud, hein, donc l'hivernage, ça se fait dans ce qui est notre été à nous. Donc il n'est pas du tout le premier, et il va être suivi par Cook, qui d'ailleurs va interpréter très mal d'ailleurs ce passage de Bougainville sur ce dont je vous parlais. Alors la première rencontre, alors qui est célèbre évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler le paradis libertin. Les Tahitiens l'accueillent très bien, ils viennent avec leurs canottes, les fameux canottes, ils arrivent avec leurs canottes, avec des demoiselles, et le journal de Bougainville, d'ailleurs, est beaucoup plus précis que la relation offerte au roi, parce que là, on raconte des choses. Mais dans son journal de bord, il raconte qu'il y avait des jeunes filles qui montraient leur sexe contre de petits clous, n'est-ce pas? On disait, bon... et ça, c'était une pratique très courante qu'on trouve sur le Pacifique. Ces populations ne connaissaient pas le métal. Donc, on trouve régulièrement sur le Pacifique ces scènes où les demoiselles vendent leur charme, prêtent leur charme contre des clous, et ce qui posait d'ailleurs parfois des problèmes au navire, parce que le navire, souvent, les marins enlevaient les clous, ce qui évidemment ne simplifiait pas les choses. Donc il parle de ça dans le journal de bord. Bon, ça ne va pas se trouver, comme vous pouvez l'imaginer, dans la relation imprimée. Et Cook, d'ailleurs, sera très sévère en 1769 sur les Français, en disant à ses marins, faites attention, les Français sont passés par là, danger de contamination vénérienne, très très dangereux. Les Français sont tous évidemment, ont tous des maladies vénériennes, et c'est pas aux marins anglais de les attraper grâce aux petites Tahitiennes. Donc vous voyez qu'il y a une atmosphère. Alors tout ça va être gazé évidemment dans la relation de voyage, et vous pouvez passer l'extrait suivant. À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant « Taillot, Taillot » qui veut dire « ami, ami », et en nous donnant 1000 témoignages d'amitié, tous demandaient des clous et des pendants d'oreilles. Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas pour l'agrément de la figure au plus grand nombre des Européennes et qui, pour la beauté de leur corps, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes avec avantage. La plupart de ces nymphes étaient nues, car les hommes et les vieilles qui les accompagnaient leur avaient ôté le pagne dont ordinairement elles s'enveloppent. Elles nous firent d'abord de leur pirogue des agaceries, où, malgré leur naïveté, on découvrait quelque embarras. Soit que la nature ait partout embelli le sexe d'une timidité ingénue, soit que, même dans les pays où règne encore la franchise de l'âge d'or, les femmes paraissent ne pas vouloir ce qu'elles désirent le plus. Les hommes, plus simples ou plus libres, s'énoncèrent bientôt clairement. Ils nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elle. Je le demande, comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, 400 Français, jeunes, marins, et qui depuis 6 mois n'avaient point vu de femme ? Malgré toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille et qui vint sur le gaillard d'arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan. Cette écoutille était ouverte pour donner de l'air à ceux qui viraient. La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait et parut aux yeux de tous, tel que Vénus se fit voir aux bergers phrygiens.
Elle en avait la forme céleste. Matelots et soldats s'empressaient pour parvenir à l'écoutille, et jamais Cabestan ne fut viré avec une pareille activité. Donc évidemment, tout ça, on voit le libertin qui était Bougainville, n'est-ce pas? Il y a évidemment ce côté. Mais enfin, c'est vrai que dans la réalité, que c'était beaucoup moins chic que ça. Là, on est un peu poétique. Il y a Vénus, d'où la Nouvelle Cythère d'ailleurs. Tout ça, évidemment, c'est une manière polie de décrire des choses qui étaient certainement plus tout à fait différentes et qui correspondaient d'ailleurs à ce que l'on connaît par ailleurs dans d'autres régions du Pacifique, dans d'autres îles du Pacifique. Alors, Diderot, vous le savez, dans le supplément Voyage de Bougainville, va beaucoup jouer là-dessus, en reprenant ce qui est un vieux mythe des utopies. Vous savez, dans les utopies, vous avez généralement ce type de relation où on met un jeune homme et une jeune femme face à face, en public, et on les observe en train de créer, de faire ce qu'ils doivent faire. Et ça fait partie du jeu utopique. Enfin, je n'ai pas le temps ici de faire un cours sur l'histoire de l'utopie, car je n'ai pas le temps. Mais c'est lié évidemment à ce fantasme utopique. Et à l'idée de ce qu'on appelait l'hospitalité tahitienne, qui est aussi une obsession du XVIIIe siècle. J'évoquerai alors un homme assez âgé à l'époque, qui avait près de 80 ans, mais qui était encore très vert, c'était Voltaire. Voltaire qui, dans les questions sur l'encyclopédie, qu'il publie à la fin des années 70, a fait évidemment un article, non pas sur l'hospitalité tahitienne, mais sur l'hospitalité lapone, car les Lapons avaient aussi la même réputation. Alors, ce jeu sur la fameuse hospitalité est quelque chose que l'on trouve très couramment dans la littérature du XVIIIe siècle, même si la géographie, si l'histoire des voyages est plus réservée à ce propos. Alors, vous voyez, le passage sur l'hospitalité tahitienne que l'on peut citer. La polygamie paraît générale chez eux, du moins parmi les principaux. Comme leur seule passion est l'amour, le grand nombre des femmes est le seul luxe des riches. Les enfants partagent également les soins du père et de la mère. Ce n'est pas l'usage à Tahiti que les hommes, uniquement occupés de la pêche et de la guerre, laissent au sexe le plus faible les travaux pénibles du ménage et de la culture. Ici, une douce oisiveté est le partage des femmes et le soin de plaire leur plus sérieuse occupation. Je ne saurais assurer si le mariage est un engagement civil ou consacré par la religion, s'il est indissoluble ou sujet au divorce. Quoi qu'il en soit, les femmes doivent à leur mari une soumission entière. Elles laveraient dans le sang une infidélité commise sans l'aveu de l'époux. Son consentement, il est vrai, n'est pas difficile à obtenir. Et la jalousie est ici un sentiment si étranger que le mari est ordinairement le premier à presser sa femme de se livrer. Une fille n'éprouve à cet égard aucune gêne. Tout l'invite à suivre le penchant de son cœur ou la loi de ses sens. Et les applaudissements publics honorent sa défaite. Donc là, bon, vous voyez ce genre de texte qu'il faut évidemment relier à toute cette littérature utopique et aussi évidemment au supplément de Diderot qui évidemment va reprendre cette thématique. Alors, le problème qui se pose, c'est savoir quelle était la religion des Tahitiens. Les choses sont extrêmement vagues pour des raisons diverses. C'est que Bougainville n'a pas pu voir exactement quels étaient les rituels religieux des Tahitiens. Pour une raison simple, c'est que en Polynésie en particulier, et à Tahiti en particulier, mais pas uniquement aussi dans d'autres îles, les temples qui existent se trouvent dans la montagne. Il n'est pas monté dans la montagne. Il est resté, je dis, vraiment sur le bord de la mer, enfin le bord du lagon. Et il a eu l'impression, et je crois que cette impression le ravissait d'une certaine manière, qu'il avait trouvé enfin une population heureuse d'athées.
Alors évidemment, il ne le dit pas clairement parce que faire l'éloge de l'athéisme dans la France, même de Louis XV, ce n'était pas nécessairement quelque chose que dans un ouvrage dédié au roi on pouvait publier. Mais vous avez vu tout à l'heure la tombe de Bougainville à Montmartre. Il n'y a pas un signe religieux. Vous avez, il s'est fait enterrer avec une colonne brisée, n'est-ce pas? Alors, c'est peut être considéré comme un signe maçonnique, mais de toute façon, il n'y a strictement rien de chrétien. Et alors, il va se fonder surtout sur un personnage qui est à Autourou, qu'il cite ici, c'est un Tahitien qu'il va ramener, avec aussi des difficultés que je n'ai pas le temps d'évoquer, qui est évidemment de la communication, parce que personne ne parle la langue maori, la langue des Tahitiens. Et donc, tout ça est très, très vague. Alors, vous voyez le petit passage concernant la religion, où vous verrez que, ils ne sont pas athées, mais ils ne sont pas non plus très, très religieux. Il est fort difficile de donner des éclaircissements sur leur religion. Nous avons vu chez eux des statues de bois que nous avons prises pour des idoles, mais quel culte leur rendent-ils ? La seule cérémonie religieuse dont nous avons été témoins regarde les morts. Ils en conservent longtemps les cadavres étendus sur une espèce d'échafaud que couvre un hangar. Nous avons fait sur la religion beaucoup de questions à Autourou. Et nous avons cru comprendre qu'en général, ses compatriotes sont fort superstitieux, que les prêtres ont chez eux la plus redoutable autorité, qu'indépendamment d'un être supérieur, nommé Hérite et Héra, le roi du soleil ou de la lumière, être qu'ils ne représentent par aucune image matérielle, ils admettent plusieurs divinités. Oui, c'est extrêmement vague, n'est-ce pas? Il n'y a pas évidemment, on sent la réticence du personnage, concernant cela. Et je crois qu'il aurait été ravi qu'ils soient de purs athées, mais il ne pouvait pas le dire. Mais d'ailleurs, c'est d'une certaine manière vrai. Les Tahitiens vont être, vous le savez, convertis au protestantisme d'abord, par les missions britanniques à la fin du XVIIIe siècle. Et ils vont vêtir les femmes aussi, les tahitiennes, elles leur font porter la fameuse robe tahitienne, ce qu'on appelle la robe mission, qui n'est pas du tout tahitienne, mais qui était imposée par les pasteurs protestants. Donc, les Tahitiens n'étaient pas très portés sur quelque religion. Ils étaient polythéistes comme beaucoup. Et Bougainville insiste un peu en disant, oui, au fond, ils seraient peut-être presque athées. Ça, on va insister. Alors, évidemment, c'est un texte qui pose problème. D'abord parce que c'est un récit qui concerne 2 semaines de séjour à Tahiti, sur 2 ans et demi, vous imaginez. Avec, évidemment, une première rencontre, ce qu'on appelle j'ai dirigé une thèse sur les premières rencontres qui est assez intéressante de ce point de vue-là. Il n'y a aucune communication possible, les langues. Donc, on fait la coutume, comme on dit, dans le Pacifique. Et parfois, cette coutume, ça se termine très mal. C'est le cas de Cook. Vous savez, Cook a fait la coutume, et puis ils ont pris ça très mal, et ils l'ont massacré, et ils ont essayé de le manger. Donc, pas de communication verbale existante. On va quand même créer des petits vocabulaires. Il y a un vocabulaire de l'île Tahiti, par exemple, qu'on trouve chez Bougainville. Alors là c'est Wallis, c'était Wallis que je vous avais montré tout à l'heure. C'est Wallis ça s'est mal passé. Alors voilà le vocabulaire de l'île Tahiti qu'on trouve dans l'édition de 1771 de trucs, où vous avez un vocabulaire qui est relativement précis, mais qui, si vous voulez, permettait des choses simples, mais qui ne permettait pas de parler de philosophie ou de métaphysique, ça va de soi. Il y a donc une ébauche de lexique tahitien qu'on va retrouver aussi dans les journaux, des journaux de bord, le journal de Commerçon et celui de Fèche aussi, qui est un autre, qui était chargé du journal nautique. Et on trouve aussi un lexique tahitien dans le premier voyage de Cook, n'est-ce pas, le premier voyage de Cook. Donc on commence à ce moment-là à avoir quelques petites idées. Il y a aussi les problèmes du séjour sur une bande de terre.
comme je le disais tout à l'heure. On ne voit pas ce qui est au-delà, on ne voit pas ce qui est dans la montagne, et les fameux Marae, donc les temples, sauf Fesch, qui lui, Fesch, c'est allé voir, il dit, mais il y avait des temples. Il y avait un temple, mais c'est le seul qui écrit cela, mais c'est évidemment, le texte est resté manuscrit. Il y a un seul scientifique dans l'expédition, donc ce n'est pas un voyage scientifique, malgré ce qu'en dit Bougainville, c'est évidemment Commerson, alors que dans les voyages de Cook, vous avez des dessinateurs, des peintres, etc., des astronomes. Par exemple, dans le deuxième voyage, qui est de 72 à 75, celui qui va prouver qu'il n'y a pas de continent austral, Cook est accompagné d'un astronome, de 3 botanistes, d'un peintre, hein, et au troisième, il y aura un nouveau peintre. D'ailleurs, vous avez des... Voilà, ça c'est un dessin d'Ellis. Donc c'est l'original évidemment du dessin, ce n'est pas la gravure. Et je pense que c'est la baie Cook à Moorea. Moorea, c'est une île voisine de Tahiti. Et la fameuse baie Cook, vous avez là la baie Cook, et ça ressemble vraiment beaucoup. Et elle s'appelle baie Cook parce que justement c'était un des mouillages de Cook. Donc je pense que ça représente cette baie Cook qui est très agréable, il y a des très jolis poissons sous si ça vous amuse. Le récit est assez discutable parce qu'évidemment l'ethnographie n'a pas duré très très longtemps. L'expérience ethnographique a été extrêmement courte. Alors l'écho du voyage a été relativement importante, même très importante. Je vous ai dit tout à l'heure que la presse britannique avait beaucoup parlé des voyages de Cook et du premier voyage de Cook en particulier, et que c'est seulement au retour, donc en 1771, qu'on va voir se développer une mode, qui est la mode tahitienne, qui est liée aussi au fait que Bougainville ramène à Paris le fameux Aotourou de tout à l'heure, qui est un jeune homme tout à fait charmant, et qu'il présente à la cour. Alors il a quelques petits problèmes. Il est protégé par Madame de Choiseul, il habite chez les Choiseul, et il va à Versailles, et il veut se présenter. On dit, on va vous présenter au roi. Ben, il dit, oui, d'accord, pas de problème. Mais évidemment, il enlève ses vêtements, parce qu'on se présente au roi nu. C'est la moindre des choses. Alors on lui dit à Versailles, c'est pas tout à fait la tradition, enfin bon, des choses comme ça. Il adore l'opéra, il va à l'opéra, il trouve ça très bien. Et malheureusement, il reviendra et il mourra lui aussi à l'Île-de-France, et apparemment à l'Île-de-France, c'est-à-dire à l'île Maurice, comme Commerson qui avait été débarqué là. Et à ce moment-là, Tahiti devient une espèce de concurrence à l'Orient théâtral, n'est-ce pas? C'est l'Orient théâtral qu'on trouve à l'opéra, qu'on trouve à la Foire, qu'on trouve à l'Opéra Comique, etc. Et on a évidemment une mode au théâtre. Je n'ai pas le temps de vous en parler longuement, mais dont vous avez quelques exemples. Voilà, ça. Alors c'est les fameuses tahitiennes. C'est les fameuses très habillées, comme vous le remarquerez. C'est les fameuses tahitiennes du théâtre, qui évidemment n'ont pas grand-chose à voir avec les tahitiennes réelles, mais bon, on fantasme, et pourquoi pas. Alors ce texte a servi de source, comme vous le savez, au texte de Bougainville, de Diderot, pardon, le supplément au voyage de Bougainville, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'origine, compte rendu non publié de la correspondance littéraire de Grimm, et publié, donc rédigé en 1973 et publié en 1796 à titre posthume. Diderot, évidemment, va se passionner pour ce texte, et surtout parce qu'il représente une certaine liberté, la refus des conventions, et aussi une théorie de l'homme naturel inspirée du Code de la nature de Morelli. Et aussi un texte où l'élthéisme et la tolérance fonctionnent ensemble, et où les Tahitiens représentent ce que dit Diderot, l'origine du monde. L'origine du monde. C'est l'origine du monde. Nous, les Européens, nous sommes la vieillesse du monde, etc. Et donc, il y a une espèce d'impossibilité de retour. Les Tahitiens, on ne pourra jamais devenir Tahitiens, on ne pourra jamais retourner à la nature parce que nous sommes trop vieux, n'est-ce pas? La vieillisse, on ne peut pas retourner. Eux, et eux-mêmes, ils vont oublier, d'une certaine manière, leur univers
proche de la nature. Et alors, Diderot utilise un passage de la relation de Bougainville, et c'est le passage sur le vieillard. Vous savez, le vieillard, c'est le personnage qui, dans le supplément Bougainville, dit les gens qui débarquent ici volent votre mort, ils vont vous détruire, ils vont détruire votre civilisation. C'est trop tard, vous avez été vaincu par ces gens parce que vous les croyez, vous les croyez accueillants ou à accueillir, mais en fait, ils vont vous détruire. Et c'est ce texte de Diderot qui est célèbre, se trouve à l'origine dans le texte lui-même de Bougainville que vous pouvez lire là. Cet homme vénérable parut s'apercevoir à peine de notre arrivée. Il se retira, même sans répondre à nos caresses, sans témoigner ni frayeur, ni étonnement, ni curiosité. Fort éloigné de prendre part à l'espèce d'extase que notre vue causait à tout ce peuple, son air rêveur et soucieux semblait annoncer qu'il craignait que ces jours heureux, écoulés pour lui dans le sein du repos, ne fussent troublés par l'arrivée d'une nouvelle race. Voilà l'édition originale de 1796 du supplément, qui porte comme sous-titre « Sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas », n'est-ce pas ? Et tout est dit. Alors, c'est la théorie de l'homme naturel, comme je disais, inspirée du Code de la nature de Morelli. Et évidemment, ce texte va broder en quelque sorte autour du texte de celui de Bougainville, qui évidemment ne va pas dire tout à fait dans cette direction, mais montre bien qu'il y a quand même un écho extrêmement important et qui, idéologiquement, n'est pas totalement sans intérêt. Alors, le mythe, et je terminerai là-dessus pour ne pas trop vous ennuyer encore, il y a le mythe persistant de Tahiti, n'est-ce pas ? Bon, aujourd'hui, les Japonais vont se marier à Tahiti, c'est la grande mode, vous savez. Vous avez tout à Tahiti, vous avez Chanel, Goody, enfin tout ce que vous voulez. Il y a les choses que vous ne pouvez pas manger à Tahiti, c'est de la cuisine tahitienne, c'est du poisson cru, ça ne savent pas. Il y a même une brasserie alsacienne, donc vous pouvez manger de la choucroute. Donc les touristes qui viennent, ils croient qu'ils sont en France, n'est-ce pas ? C'est le problème de la Polynésie actuelle, c'est que les gens qui y viennent, les touristes, croient qu'ils sont en France. C'est le cas des Japonais en particulier, des Américains, etc. Et donc, les traditions locales se perdent beaucoup. Alors, on y est quand même, Bougainville n'est pas totalement oublié. Vous avez une place à Papeete avec la statue de Bougainville, plus le canon qui va avec. Bon, tout ça, évidemment, je ne sais pas si les gens savent très bien qui est Bougainville à ce moment-là, surtout les Japonais. Et vous avez évidemment tout le fantasme qui va être lié ensuite évidemment au mythe de Gauguin, qui est en partie sur les Marquises et aussi en partie sur Tahiti, où il y a un musée Gauguin à Tahiti. Donc vous avez là une photo du 19e qui représente une Tahitienne, habillée pas tout à fait avec la robe mission, mais enfin tout à fait convenable. Et puis évidemment, il faut se souvenir de Gauguin qui va évidemment ranimer en quelque sorte la flamme. Et évidemment le tourisme qui fonctionne très bien dans ce genre de paysage, avec évidemment toute l'ambiguïté que peut avoir ce genre de séjour pour, disons, une population qui évidemment s'est malheureusement beaucoup européanisée et dans le mauvais sens du terme. C'est devenu une espèce d'emblème touristique dont ce n'est pas le sujet aujourd'hui de parler. Voilà, je vous remercie et je vous remercie pour le texte, la manière dont vous les avez lus. Et voilà.